Voilà, merci. Donc je vais essayer de vous présenter quelques données concernant le paludisme à Plasmodium vivax, puisque en fait on parle essentiellement toujours du paludisme à Plasmodium falciparum, et je pense qu'il est important d'avoir des notions sur ce parasite, quoique la plupart d'entre vous viennent de pays africains où il y a très peu de Plasmodium vivax. Mais c'est pour votre culture générale quand même. Alors Plasmodium vivax en fait représente la deuxième espèce la plus fréquente après Plasmodium falciparum, et on compte environ 70 à 90 millions de cas par an. Et la plupart des cas surviennent en dehors de l'Afrique, essentiellement en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique, où on a 42 millions de cas par an, ce qui représente à peu près 65% des cas mondiaux. Ensuite, le deuxième région la plus touchée, c'est la Méditerranée, enfin l'Est, le Moyen-Orient, où on a 11 millions de cas, ce qui représente 20% de tous les cas mondiaux. Ensuite, on a l'Amérique du Sud avec 8 millions de cas, ce qui représente 12,5% des cas mondiaux. Enfin, on a l'Amérique centrale et les Caraïbes avec 3 millions de cas, 4,5%. Et en dernier, on a l'Asie centrale et le Caucase, où on a 0,2%. Cependant, on trouve des cas de paludisme à Plasmodium vivax en Afrique. Bon, le nombre de cas totaux est estimé entre 200 et 300 millions. Et on a environ en Afrique 3 à 5% des cas qui sont dus à Plasmodium vivax, ce qui fait quand même entre 6 et 15 millions de cas par an. Bon, on ne trouve pas Plasmodium vivax à cause de l'absence de l'antigène du FI, maintenant que vous connaissez, dans les populations résidant en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, mais on trouve beaucoup de cas, en fait, les cas sont concentrés en Afrique de l'Est. Bon, par exemple au Soudan, parmi tous les cas de paludisme, on a 5 à 10% des cas qui sont dus à vivax. En Afrique du Sud ou à Madagascar, mais ça j'aimerais bien savoir d'où ça sort, mais je pense que c'est très vieux, ça date de 1950. Donc on estimait à cette époque-là à 20%, et en Éthiopie par exemple, on a entre 20 et 40% des cas qui sont dus à Plasmodium vivax. Alors en fait, l'épidémiologie de vivax vis-à-vis et par rapport à Plasmodium falciparum dépend de la transmission. En fait, plus la transmission est intense, comme en Afrique tropicale ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce sont des conditions qui sont favorables à la transmission de Plasmodium falciparum. Donc le ratio vivax sur falciparum sera à l'avantage de falciparum, et on trouvera qu'entre 0 et 20% de cas de paludisme à Plasmodium vivax. Ensuite, dans les zones où on a une transmission moyenne, l'équilibre se fait et on trouve 50 à 70% de cas de paludisme dû à Plasmodium vivax. Et dans les zones où la transmission est faible, on a quasiment que des cas à Plasmodium vivax. Alors voilà la répartition, une carte du monde. Donc les zones qui sont en grise représentent la distribution du paludisme à Plasmodium vivax avant le XXe siècle. En fait. Et en fait, on trouvait le parasite partout où il y avait des hommes. Donc le monde habité était touché par l'endémie à Plasmodium vivax, sauf bien sûr en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et donc il y a des médecins qui ont décrit qu'il y avait des cas en Angleterre, en Suède, en Allemagne, en Pologne, en Russie, en Hollande, en France, en Espagne, en Italie, en Grèce, Turquie, Balkans et ailleurs. Donc toutes les zones qui sont en grise étaient touchées, il y avait du moins une transmission à Plasmodium vivax. Et le poids du paludisme à cette époque était important, puisque l'espérance de vie dans les zones où il y avait présence de Plasmodium vivax était estimée à 20 ans. Et dans les zones où il n'y avait pas de paludisme à Plasmodium vivax, l'espérance de vie était à 40 ans. Donc elle était 2 fois moins importante. On attribue, mais c'est difficile de vérifier ces chiffres, une mortalité importante du paludisme à Plasmodium vivax. Pas une mortalité directe, mais une mortalité indirecte.
Donc en fait, c'est à la fin au milieu du XXe siècle que l'Europe a éradiqué le paludisme à Plasmodium vivax, essentiellement par l'amélioration des conditions de vie et de l'environnement, ce qui a permis de rompre le cycle du parasite, et on trouve la même chose aux USA. Une des preuves que l'éradication du paludisme à Plasmodium vivax entraîne une diminution significative de la mortalité a été montrée au Sri Lanka dans les années 60. Alors aujourd'hui en fait on retrouve le parasite essentiellement au niveau de la ceinture tropicale. Donc c'est une maladie, et ça vous le savez, qui est liée à la pauvreté et qui entretient la pauvreté. Elle va atteindre toutes les tranches d'âge, puisqu'en fait on aura une faible immunité qui va apparaître, et donc elle a un poids socio-économique important, et elle est corrélée, donc il y a une corrélation négative avec la croissance économique. En plus ça affecte, je veux dire, les habitants par le coût du traitement qui leur est cher, enfin en général c'est cher. Ça affecte la productivité, et au niveau des gens qui vivent de l'agriculture, en fait la transmission est surtout importante au moment de la saison des pluies et au moment où ils travaillent le plus. On a un exemple aux USA dans les années 20. En fait, si on compare les régions du sud qui étaient touchées par le parasite et les régions du nord qui étaient indemnes, dans les régions du sud, on avait une diminution d'un tiers à un quart de la productivité. Voilà, donc en gros sur l'importance du paludisme à Plasmodium vivax. Maintenant sur les origines du parasite. Donc en fait c'est un parasite qui est très proche des parasites simiens. Donc on ne voit pas très bien, mais il est là. Falciparum est là, donc il est très éloigné. Malarié, ovalé, et on a vivax qui est là, qui est très proche de simium. Et bizarrement, Plasmodium simium, donc qui infecte les singes du Nouveau Monde, c'est-à-dire en Amérique, est plus proche des souches de vivax d'Asie et d'Afrique que des souches qui circulent en Amérique du Sud. Alors en fait, il y a eu des études de phylogénie, et on a montré que la distribution du parasite s'est faite à partir de deux réservoirs. Tout d'abord un réservoir africain, à l'époque où les gens étaient réceptifs à l'infection, et donc on a eu migration du parasite vers la péninsule arabique, vers l'Asie, et ensuite il est passé donc en Océanie, et il est passé en Amérique, mais en fait il a surtout colonisé, il a été capturé par les singes. Et l'origine du vivax en Amérique du Sud proviendrait d'un réservoir européen, donc qui lors de la colonisation par les Espagnols de l'Amérique du Sud, aurait apporté le parasite en Amérique du Sud. Alors il y a une question qui est difficile à répondre, en fait, c'est pourquoi, alors que le réservoir était présent en Afrique et en Europe, pourquoi en Afrique on a une sélection, une évolution vers des gens porteurs qui ne portaient pas l'antigène DUFI, et pourquoi en Europe on l'a pas eu? En fait, la réponse c'est que la sélection en fait est très longue, et que en Afrique ça a pu être possible car la population était peu importante et ne bougeait pas beaucoup, et la transmission était beaucoup plus intense qu'en Europe où la transmission était faible, donc les contacts étaient rares, d'où il n'y a pas eu le phénomène de sélection. Alors les caractéristiques biologiques importantes à retenir de Plasmodium vivax, c'est d'abord au niveau de la gamétocytogénèse. Plasmodium vivax, au moment de son cycle érythrocytaire, produit rapidement des gamétocytes avant l'apparition des signes cliniques. Donc ça c'est une bonne stratégie pour transmettre le parasite. Deuxième caractéristique importante, c'est la production d'hypnozoïtes. Donc hypnozoïtes, ce sont des formes quiescentes au niveau hépatique et qui vont provoquer des relapses. J'ai gardé le nom anglais, comme ça il n'y aura pas de rechute, reviviscence, etc. On va parler de relapse. Troisième caractéristique, c'est qu'il il entraîne une faible immunité. Si on prend l'exemple de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où on a une transmission intense,
les gens deviennent semi-humains que vers l'âge de 10 à 15 ans. Et en fait, on a ensuite une diminution, c'est surtout une immunité anti-maladie, puisqu'on a surtout une diminution de l'intensité des signes cliniques. Si on prend l'exemple du Sri Lanka, où on a les deux, Vivax et Falsi, on voit que l'incidence des infections à Plasmodium vivax diminue plus rapidement, si on prend l'échelle de l'âge, que celle de Falciparum, puisque vers l'âge entre 5 et 15 ans, Vivax c'est en noir et Falciparum en blanc. Donc la courbe diminue plus rapidement avec Vivax qu'avec Falciparum. Alors ensuite, au niveau des caractéristiques cliniques, donc ce qu'il faut retenir, c'est que la période d'incubation, si on compare par rapport à Falciparum, elle est de environ 15 jours. Donc ça, puis on peut avoir des réapparitions ensuite à cause des relapses. Pour Falciparum, elle est en moyenne de 12 jours. En ce qui concerne les signes cliniques et la périodicité de la fièvre, pour Vivax, elle est très marquée toutes les 48 heures, donc c'est la fièvre tierce bénigne. Ensuite, Vivax va parasiter les globules rouges jaunes, en particulier les réticulocytes. Il va provoquer des relapses, ce que ne fait pas Falciparum. Au niveau des recrudescences, maintenant on décrit des recrudescences à Vivax du fait de l'apparition de souches résistantes à la chloroquine. Mais en tout cas, on ne connaît des résistances à Vivax que pour la chloroquine ou l'association sulfadoxine-pyrimétamine, alors que pour Falciparum, on a des résistances multiples. Mais en fait, ça se comprend très bien du fait de la biologie particulière de Vivax. Alors, les caractéristiques rapides, les caractéristiques cliniques. Donc, c'est une maladie aiguë qui est très marquée. On aura une fièvre élevée entre 39 et 40. En fait, l'élévation de température n'est apparemment pas liée au pic de TNF. Cette fièvre va être périodique toutes les 48 heures et ça correspond donc à l'éclatement des schizonthes et à la diffusion d'endotoxines de pyrogènes. Et l'infection est rapidement synchrone, ce qui amplifie justement les décharges de pyrogènes. Classiquement, on décrit qu'une heure avant la fièvre, on a des prodromes, sensations de froid, douleur, puis des sueurs. Et ensuite, ce cycle dure 4 à 8 heures. Et ensuite, le malade tombe dans un sommeil léthargique, complètement épuisé. Alors, on constate dans une infection à Plasmodium vivax un taux très élevé de TNF-alpha, plus élevé que ce qu'on constate dans les paludismes graves. Mais en fait, la différence entre les deux, c'est que le pic de TNF sera très bref et sera diffus, alors que pour Falciparum, il est plutôt localisé au niveau des capillaires profonds. Il a été décrit des complications graves, mais rares, mais en général le pronostic est plutôt bon. On a décrit des atteintes pulmonaires. En fait, je crois qu'il y a eu 30 cas décrits en tout dans la littérature. On a décrit des atteintes pulmonaires, détresse respiratoire, des ruptures spléniques, neuropaludisme. Ensuite, avec Vivax, on aura des anémies fréquentes du fait de ces infections répétées à cause des relapses et du fait de la désérythropoïèse et de l'hémolyse des globules rouges à la fois sains et des globules rouges parasités. Au niveau de la grossesse, on aura aussi, mais on verra ça un peu plus tard, de l'anémie, mais ce ne sera pas par un phénomène de séquestration. Alors, au niveau de l'épidémiologie, actuellement, c'est un parasite qui est réémergent dans des régions où il était indemne, comme la Chine, la Corée ou les USA. Il y a eu une épidémie en 2002 en Virginie, en fait parce que les vecteurs sont présents et qu'on a réintroduction du parasite, soit par des voyageurs, des migrants ou des soldats, comme aux États-Unis. On constate aussi une augmentation de la prévalence de Plasmodium vivax dans les zones communes avec Plasmodium falciparum. L'exemple de la Thaïlande, qui est quand même le pays le mieux documenté au niveau de Vivax, où en 65, Vivax représentait moins de 20% du paludisme, alors qu'en 2002, il représente plus de 50% des cas. Alors pourquoi ? En fait, c'est simplement
la stratégie employée par le parasite, c'est-à-dire les hypnozoïdes qui sont confinés au niveau du foie et donc qui ne sont pas atteints par les médicaments, sauf la primaquine, et aussi sa stratégie de transmission grâce à la production de gamètocytes très précoce avant les signes cliniques. Le parasite peut être transmis très rapidement. Et l'explication, c'est que de cette diminution de falci qu'on voit en bleu et de cette augmentation de Vivax, ça a été l'utilisation d'antipaludiques efficaces au cours de toute cette période, en fait, qui a essentiellement tué, éliminé le falciparum, et le Vivax, lui, n'a pas été particulièrement touché. Autre chose aussi, c'est les changements de vecteurs, donc avec toutes les mesures de lutte, de contrôle avec des insecticides. Il y a l'exemple de la Thaïlande où ils ont observé un changement dans l'abondance et la composition des vecteurs, avec une diminution d'Anopheles dirus, donc qui transmet essentiellement falciparum, et une augmentation d'autres espèces qui sont des vecteurs secondaires, mais qui sont très anthropophiles et qui sont uniquement susceptibles à Plasmodium vivax. Autre chose, c'est que on a constaté que chez le vecteur comme Anopheles dirus, les sporozoïdes de vivax apparaissaient au niveau des glandes salivaires plus rapidement que les sporozoïdes de falciparum, 2 jours avant. Autre chose, c'est que le parasite, en fait, peut se multiplier dans l'anophèle à des températures beaucoup plus basses que falciparum, et donc il est plus efficace chez les vecteurs à vie courte. Alors là, je vais rapidement vous présenter un article qui est sorti il n'y a pas longtemps, 2006, sur justement l'impact des mesures de lutte et particulièrement l'utilisation de moustiquaires imprégnés sur justement l'épidémiologie et l'écologie de falciparum et de vivax. Donc l'idée, c'était d'évaluer l'effet protecteur des moustiquaires imprégnés vis-à-vis des vecteurs infectés par Plasmodium falciparum et vivax. Donc en fait, ils ont capturé des moustiques, ils ont collecté des moustiques à plusieurs heures, entre 18h et 6h du matin. Ils ont disséqué ces moustiques et ils ont mesuré l'indice sporozoïtique, donc par une technique ELISA. Alors en fait, on constate sur cet histogramme, en noir, on a vivax, et en blanc, on a falci. Et en fait, on constate qu'on a plus de vecteurs infectants à Plasmodium falciparum dans les premières heures de la nuit, entre 18 et 22 heures, puis ensuite ça décroît, et pour falci, c'est le contraire. Alors en fait, ils ont fait une évaluation avant l'utilisation des moustiquaires, ils ont capturé 308 moustiques, et il y en avait 2% qui étaient infectés par falciparum, 1% par vivax, et on avait un ratio de 2 pour 1. Après l'introduction des moustiquaires, ils ont recommencé la capture de moustiques, et ils ont trouvé une diminution significative des moustiques infectés par Plasmodium falciparum, de l'ordre de 0,7%, et ils ont trouvé une augmentation, par contre, de moustiques infectés par vivax à 1,3%, et le ratio était inversé, puisqu'on avait un ratio de 1 pour 2. Donc leur conclusion, c'était que en fait, les gens qui utilisaient les moustiquaires étaient plus souvent exposés à Plasmodium vivax que Plasmodium falciparum, du fait du comportement des moustiques, qui avaient plus tendance à piquer en soirée, les moustiques qui étaient infectés par vivax, alors que les moustiques infectés par falciparum avaient plus tendance à piquer au cours de la nuit. Et donc en fait, les gens n'étaient pas encore sous moustiquaire. Autre exemple au Sri Lanka, donc en 1950, on avait à peu près 1 à 3 millions de cas, et la prévalence de falciparum et de vivax était similaire. Entre 1950 et jusqu'en 64, ils ont mené des actions de lutte essentiellement basées sur le DDT, l'utilisation d'insecticides, et on notait que 150 cas en 1964. Ensuite,
4 ans plus tard, on a eu une explosion du nombre de cas, et en fait ces cas étaient essentiellement dus à Plasmodium vivax, et Plasmodium falciparum représentant que 0,2% de tous les cas. Ensuite, on a eu une réaugmentation progressive du nombre de cas, avec une augmentation jusqu'à 15% des cas dus à Plasmodium falciparum, qui était corrélée en fait avec l'apparition de souches chloroquino-résistantes. Et puis ensuite, le nombre de cas s'est stabilisé entre Plasmodium falciparum et vivax avec 20% environ. L'autre exemple de lutte qui a été menée au Vanuatu, qui a été un succès là, puisque en fait le paludisme à falciparum a été éradiqué en 1 an et le paludisme à vivax a été éradiqué en 5 ans. Et les moyens de lutte utilisés étaient les traitements de masse, l'utilisation de moustiquaires imprégnés, de poissons larvicides. Avant, on avait prédominance de falciparum, ensuite on a eu disparition de falciparum au bout d'1 an et disparition de vivax au bout de 5 ans. Alors ensuite, je vais vous parler de Plasmodium vivax et les traitements. Donc en fait, on constate une grosse différence, puisque la résistance à la chloroquine pour Plasmodium falciparum est apparue très rapidement en 1957. Elle est apparue en Thaïlande, ensuite elle a disséminé en Amérique, elle a apparu en Amérique du Sud et ensuite elle a disséminé dans le reste du monde. Pour Vivax, les premiers cas de résistance ont été décrits 30 ans plus tard, en 1989. Tout d'abord en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et ensuite on a eu des cas sporadiques, mais qui on n'a pas eu en fait de diffusion de cette résistance à la chloroquine. Alors pourquoi ? Tout simplement à cause de la pression de sélection qui est faite sur les gamétocytes. C'est-à-dire que pour Plasmodium falciparum, les gamétocytes ils apparaissent environ 10 jours après les signes cliniques, donc le traitement va agir sur les formes asexuées et va sélectionner en fait les gamétocytes porteurs de la résistance, et ces gamétocytes seront ensuite transmis. Pour Vivax, comme les gamétocytes apparaissent très tôt, avant le traitement, on n'a pas du tout de pression de sélection, et c'est pour ça que la diffusion de la résistance est beaucoup moins importante. A noter que la chloroquine a une action gamétocytocide, pas pour falciparum, mais pour Vivax. Autre chose aussi, c'est que la chloroquine est efficace à une dose de 0,3 g, alors que le traitement classique donné est à 1,5 g. Donc Vivax est très sensible à la chloroquine. Autre résistance apparue là par contre rapidement, c'est la résistance à la sulfadoxine pyrimétamine. Elle est apparue quasiment en même temps que la chloroquine. Et en fait, la résistance a aussi été décrite en Thaïlande, dans un pays en fait on n'utilisait pas l'AST. Donc on a pensé dans un premier temps qu'il y avait une résistance intrinsèque de Vivax à la sulfadoxine pyrimétamine, mais c'est pas du tout vrai. En fait, on a décrit les mêmes mécanismes de résistance que pour falciparum, avec des mutations au niveau du gène de la DHFR. Et en fait, on a la résistance à l'association sulfadoxine pyrimétamine quand on a accumulation de 4 mutations au niveau du gène de la DHFR. Alors ensuite, le schéma là montre l'efficacité, en fait c'est un travail qui a été réalisé par l'équipe de Nick White, montre l'efficacité des antipaludiques sur les Plasmodium vivax avec le temps de clairance des parasites. Et on voit que les molécules les plus efficaces sont les dérivés de l'artémisinine, c'est tout à fait calqué sur falciparum, que la chloroquine est très efficace, et par contre l'association sulfadoxine pyrimétamine met très longtemps à éliminer les parasites. Alors, pour évaluer la résistance à Plasmodium vivax, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que pour falciparum. Donc il y a quand même un protocole qui a été donné par l'OMS qui date de 2001, mais ça représente 4 pages, c'est très court. Et en fait, le problème, il est au niveau de l'interprétation des résultats à cause des relapses. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des relapses qui apparaissent très rapidement au bout de 3 semaines,
Et en fait, on ne peut pas savoir, quand on retrouve du parasite chez la personne suivie, on ne peut pas savoir s'il s'agit d'une relapse, d'une recrudescence, donc inefficacité du traitement, ou alors d'une réinfection. Vous allez me dire maintenant, avec les techniques de biologie moléculaire, on peut faire des génotypages. Mais les génotypages, c'est pas vraiment efficace pour distinguer des relapses, des recrudescences, parce qu'en fait, on peut avoir une relapse du même génotype qui a été traité lors du test d'efficacité. Donc en fait, la méthode consiste, au moment de l'échec, de doser la chloroquine, bon là c'est pour la chloroquine, dans le sang, et si on a une concentration supérieure à 100 nanogrammes par millilitre et une parasitémie positive, c'est qu'on a résistance à la chloroquine. Deuxième façon d'évaluer la résistance, c'est donc les tests in vitro, tests phénotypiques, mais c'est compliqué car il n'y a pas de système de culture en continu pour Plasmodium vivax, c'est très compliqué à cultiver, mais bon, il y a quand même des systèmes qui sont mis au point pour des cultures courtes de 42 heures pour essayer de déterminer des CI50, mais il n'y a pas vraiment de seuils qui sont définis, parce que grâce à la CI50, donc c'est la concentration inhibitrice 50, c'est la concentration qui inhibe 50% de pousse des parasites, n'est pas clairement définie. Dans quelques papiers, on trouve un seuil à 50 nanogrammes par millilitre. Ensuite, troisième approche, c'est les marqueurs de résistance. Donc en ce qui concerne la résistance à la chloroquine, elle est différente. Donc pour Plasmodium falciparum, elle est corrélée avec des mutations au niveau du gène PFCRT. Là, on n'a pas du tout de corrélation avec des mutations au niveau de la CRT, enfin l'équivalent du gène de la CRT chez Vivax. Par contre, quelques papiers ont mis en évidence des mutations au niveau du gène MDR. Donc c'est un travail d'ailleurs qui a été réalisé par l'équipe de Stéphane Picot à Lyon. Ensuite, on a la primaquine, donc qui est le seul médicament qui est efficace sur les hypnozoïtes. Mais le problème, c'est quasiment impossible d'évaluer la résistance à la primaquine, puisqu'on ne dispose pas les outils nécessaires pour cela. Alors les alternatives que l'on a pour traiter les souches résistantes à la chloroquine, c'est la méfloquine, mais en fait il y a peu d'études. L'association de la chloroquine avec la doxycycline, on a une efficacité de l'ordre de 71%. Une nouvelle association qui paraît intéressante, c'est donc atovacone plus proguanil plus primaquine, qui a une efficacité apparemment supérieure à 90%, mais qui a été évaluée que sur 16 patients. Donc ça doit être confirmé. Et puis aussi, il y a des recherches donc, qui sont entreprises sur des amino 8 quinoléines, donc des équivalents à la primaquine, et on a des essais cliniques sur la tafénoquine qui sont en cours. Ensuite, je voudrais vous parler de l'impact de l'infection de Plasmodium vivax sur la grossesse, et en particulier d'un papier donc, qui est paru dans Lancet, écrit par François Nosten, donc, qui viendra nous voir dans les prochaines semaines. Donc en fait, ils ont travaillé chez 11 004 femmes enceintes, 9 956 ont été incluses et suivies régulièrement toutes les semaines. Parmi toutes ces femmes, il y en a 634 qui ont fait une infection à Plasmodium vivax. Pour 77% d'entre elles, il s'agissait d'un premier épisode. Ils n'ont fait qu'un seul épisode au cours de leur grossesse. Pour 23%, ils ont fait plus de deux ou plus d'épisodes infectieux à Plasmodium vivax. Et 23% seulement étaient symptomatiques. Alors qu'est-ce que nous apporte ce papier ? Premièrement, c'est que chez les femmes enceintes ayant une première infection à Plasmodium vivax ont 2 fois moins de risque de faire une infection à Plasmodium falciparum. Comme si Plasmodium vivax entraînait et avait un effet protecteur sur les infections à Plasmodium falciparum. Ensuite, les femmes infectées par Plasmodium vivax étaient généralement plus jeunes, plus souvent il s'agissait de leur première grossesse, que ces infections intervenaient plus tôt au cours de la grossesse et que les femmes avaient une meilleure compliance pour les visites. Ensuite, il a analysé le risque d'anémie entraîné par l'infection à Plasmodium vivax et il a trouvé que les femmes qui étaient infectées, il a trouvé une différence significative,
et les femmes infectées par Plasmodium vivax avaient un risque d'anémie environ multiplié par 2 par rapport aux femmes contrôles qui n'avaient pas fait de paludisme. Là, sur ce schéma, on voit donc le suivi au cours de la grossesse et l'hématocrypte moyen, et on voit que le Plasmodium falciparum a un impact important sur la diminution de l'hématocrypte, mais que Vivax aussi entraîne des anémies par rapport aux femmes qui n'avaient pas fait de paludisme. Ensuite, quatrième point, c'est sur l'impact sur le poids à la naissance. Alors, en fait, pour falciparum, là c'est suivant la grossesse, soit c'est une première grossesse, soit la femme avait déjà 2 ou 3 grossesses, soit plus de 3 grossesses, mais peu importe en fait l'état gestationnel. Chez Plasmodium falciparum, le risque était compris entre 1,58 et 1,87 d'avoir un enfant de petit poids à la naissance. Et pour Vivax, on a constaté la même chose, c'est que le risque était entre 1,5 et 1,83 fois plus important d'avoir un enfant de petit poids à la naissance. Donc Vivax a un impact sur le poids à la naissance quand la femme enceinte fait une infection au cours de sa grossesse. Et en moyenne, on avait une diminution de 100 grammes chez les enfants dont les mères étaient infectées par Plasmodium vivax et une diminution de 153 grammes chez les mères qui avaient fait une infection à Plasmodium falciparum. Alors, en fait, l'explication qui est donnée dans l'article, c'est que Plasmodium vivax, il n'y a pas de phénomène de séquestration comme pour Plasmodium falciparum. Et l'explication, c'est que l'infection à Plasmodium vivax entraînerait un switch de la réponse TH2 vers une réponse inflammatoire TH1. J'ai mis TPI point d'interrogation, c'est pour simplement se rendre compte qu'une infection à Plasmodium vivax chez la femme enceinte a des conséquences chez l'enfant, et donc qu'il faut utiliser des molécules dans le TPI qui soient efficaces dans des régions où on a les deux espèces, à la fois sur falciparum et à la fois sur Vivax. D'où l'intérêt de connaître la résistance de Vivax dans une région. Ensuite, je voudrais vous parler des infections mixtes. Donc en fait, c'est pas spécifique au Plasmodium, puisqu'il existe d'autres pathogènes qui sont aussi transmis par le même vecteur. On peut prendre l'exemple de la maladie de Lyme et des babésioses qui sont transmis par des tiques. Et en fait, les infections mixtes sont souvent sous-estimées. Pourquoi ? Essentiellement du fait de la méthode de détection utilisée, et je parle donc de la microscopie, où parfois on a des erreurs pour distinguer sur des formes jeunes deux espèces. Donc ça, c'est une première réponse pourquoi c'est sous-estimé. C'est aussi dû donc aux hypnozoïtes chez Plasmodium vivax et Plasmodium evalé. Évidemment, on ne les verra pas sur la lame puisqu'ils sont pas présents dans le sang. Du fait aussi que la densité parasitaire est généralement très basse en ce qui concerne la deuxième espèce. Quatrième point, c'est que le lecteur, en général, s'arrête dès qu'il a trouvé une espèce, donc il ne cherche pas une deuxième espèce systématiquement. Mais en fait, ces infections mixtes sont très fréquentes et on a pu constater grâce à des nouvelles méthodes de détection comme la PCR. Et par exemple, en Thaïlande, ils ont découvert qu'un tiers des infections à Plasmodium falciparum étaient associées à une infection à Plasmodium vivax. Et que chez les patients qui étaient suivis pour des études in vivo Plasmodium vivax, dans 8% des cas, ils étaient aussi infectés par Plasmodium falciparum. Et en fait, le Plasmodium falciparum apparaissait quelques semaines après la disparition de Vivax. Autre exemple au Laos, où en microscopie, ils avaient moins de 2% d'infections mixtes. En PCR, ils ont trouvé entre 55 et 65% d'infections mixtes. Alors en fait, on peut avoir deux espèces, on peut avoir trois espèces, donc la fréquence d'avoir deux espèces est plus élevée que d'avoir trois espèces, qui est elle-même plus élevée que d'avoir quatre espèces, en général inférieure à 5%. Alors la distribution géographique, en fait, on retrouve ces infections mixtes, Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax,
dans les endroits où on a les deux espèces, c'est-à-dire en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, et en Océanie et à Madagascar, puisqu'on a les 4 espèces ici. Et en fait, on a essayé d'évaluer les interactions et les conséquences que ça peut avoir chez l'hôte d'être infecté par plusieurs espèces. Donc il y a eu quelques expériences qui ont été faites en 1945, donc avant la Seconde Guerre mondiale, où on constatait, mais c'était des expériences sur hommes, où ils injectaient carrément du falciparum et du vivax en même temps, chez des volontaires. Et on a constaté qu'il y avait la dominance d'une espèce, il y avait toujours la dominance d'une espèce sur l'autre, en particulier dans le cas de falciparum et vivax, c'est falciparum qui dominait vivax. En raison notamment de la dysérythropoïèse qui est entraînée par une infection à falciparum, et donc une diminution de la production de réticulocytes, et donc c'est pas favorable, c'est un effet négatif sur le vivax, et aussi l'activation de la clairance hépatique entraînée par l'infection à falciparum, qui avait un effet négatif sur les autres espèces. On a également décrit qu'il n'y avait pas de protection croisée entre falciparum et vivax, mais qu'il y avait une immunité anti-maladie, c'est-à-dire qu'en fait l'infection par l'une des espèces entraînait, si on peut dire, un seuil pyrogénique plus élevé à l'autre espèce, et du fait aussi de la diminution des cytokines. Alors, il y a quand même des effets bénéfiques, il y a même surtout, je trouve, des effets bénéfiques aux infections mixtes. Premièrement, en ce qui concerne le paludisme grave, a priori, il y aura une diminution de la sévérité des infections à Plasmodium falciparum quand il y a présence d'une deuxième espèce comme vivax. Ça a été constaté en Thaïlande, toujours, où on avait 5,7% des paludismes graves dans les infections uniques à falciparum, contre 1,6% pour les infections mixtes. Ils ont également constaté que le fait de porter 2 espèces entraînait un risque diminué par 2 d'être anémique. Autre conséquence, c'est en ce qui concerne le portage des gamétocytes, où dans les infections mixtes, en fait, les gamétocytes, le nombre, je dirais, de gamétocytes et l'infectivité des gamétocytes à falciparum sont réduits. Donc chez la femme enceinte, comme on l'a vu, où on a les infections à Plasmodium vivax diminuent le risque d'infection à Plasmodium falciparum. Ils ont également constaté que la densité parasitaire était bien moindre dans les infections mixtes que dans les infections uniques à falciparum, et que le nombre de génotypes de Plasmodium falciparum était diminué dans le cas des infections mixtes. Enfin, ils ont également constaté que le nombre d'échecs thérapeutiques était moins important dans les infections mixtes par rapport aux infections simples à Plasmodium falciparum. Donc il y a une véritable interaction et des effets bénéfiques, a priori, d'avoir des infections mixtes. Alors la question, c'est savoir si le contrôle, l'élimination de Plasmodium vivax entraînerait-il une aggravation des infections à Plasmodium falciparum, et c'est le cas en traitant les gens sans diagnostic par de la chloroquine. Alors par contre, il y a des effets néfastes qui ont été décrits. Alors le contraire de ce que je viens de dire, en Inde, où on a une augmentation de la sévérité des infections à Plasmodium falciparum dans le cadre des infections mixtes, mais ça n'a jamais été retrouvé ailleurs. Et où on aurait aussi des anémies plus sévères en cas d'infection avec 2 espèces, falcivivax, ou 3 espèces, falci, ovalé et malarié. Et en fait, l'effet néfaste, je pense que le plus important, c'est l'erreur diagnostique. En fait, de diagnostiquer simplement une infection à vivax en ne voyant pas le falciparum, on risque de passer à côté d'un traitement efficace et on peut avoir des conséquences graves avec falciparum. Ou alors le fait de ne voir que du falciparum et du vivax et de ne pas donner un traitement qui soit efficace avec de la primatine. Deuxième type d'interaction, on peut également avoir des interactions chez le vecteur. Il a été décrit au moins 7 espèces vectrices pouvant être infectées en même temps par plusieurs espèces.
C'est le cas de Anopheles dirus, qui peut être infecté à la fois par falciparum et vivax, Anopheles maculatus, qui peut être infecté par falciparum vivax et malarié, et Gambier, qui peut être infecté par les 4 espèces. Alors en fait, bien sûr, on aura une augmentation du risque d'avoir plusieurs espèces chez le même vecteur plus l'anophèle vieillit, puisqu'en fait, au cours de ses repas successifs, elle peut capturer des gamétocytes de différentes espèces, mais dans les zones de transmission faibles, on peut avoir l'ingestion de gamétocytes d'espèces différentes au cours du même repas. Enfin, quelques indications sur les vaccins qui sont actuellement en cours. J'ai regardé sur un papier qui faisait la synthèse des vaccins. La stratégie est absolument calquée sur celle de falciparum. C'est-à-dire qu'on a 3 types de vaccins. Tout d'abord, des vaccins qui sont dirigés contre la phase pré-érythrocytique, donc qui va bloquer la pénétration des sporozoïdes dans le foie. Bien sûr, il s'agit du vaccin idéal, si il est efficace à 100%, puisqu'en fait, ça diminuera la morbidité, la mortalité, la transmission. Enfin bref, c'est le vaccin idéal. Donc actuellement, on a 2 candidats. Un candidat qui est la CSP de Vivax, et qui est en phase 1, ou qui est même plus loin, je ne sais pas. Deuxième candidat, c'est la sporozoïde surface protéine 2, SSP2 TRAP. Deuxième stratégie de vaccin, c'est les vaccins qui vont agir au niveau de la phase asexuée, au niveau de la phase érythrocytaire, donc qui vont bloquer la pénétration des mérozoïtes au niveau des globules rouges par les anticorps ou l'activation de l'immunité cellulaire, et qui vont aussi neutraliser les effets toxiques de pyrogènes. On a plusieurs candidats, là on a MSP1, on a le Duffy Binding Protein, donc qui empêche la pénétration des mérozoïtes en bloquant cette protéine qui permet donc la pénétration. On a également l'AMA1 qui est l'apical membrane antigène 1, et puis on a aussi d'autres antigènes depuis qui ont été décrits, MSP3, MSP4, MSP5, RBP. Troisième stratégie qui semble peut-être la plus avancée, c'est la stratégie qui consiste à mettre au point un vaccin contre les formes sexuées, contre les gamétocytes, et ça permettrait d'interrompre le cycle sexué chez le moustique. Et en fait, on a utilisé cette stratégie car il y a peu de polymorphisme, il n'y a pas de pression immunitaire, une pression immunitaire qui est moindre chez le vecteur. En plus, ça correspond bien à la biologie, du parasite, puisque Vivax a une gamétocytogenèse précoce, et donc ça bloquerait la transmission avant les signes cliniques. Et les candidats vaccins sont PVS25 et PVS28, dérivés d'une souche de référence, et également ils sont en essai de phase 1 ou peut-être 2 maintenant. Alors en conclusion, en fait, je voulais insister sur le côté où on a une différence entre l'épidémiologie et la biologie entre falciparum et Vivax, que ce soit au niveau de la distribution, au niveau de la stratégie de transmission. A priori, Plasmodium falciparum serait plus vulnérable aux mesures de lutte, mais donc je pense qu'il faut garder en tête le cas du Vanuatu. Bon, c'est vrai que c'était une petite île qui était assez facile à contrôler et qui a réussi à éradiquer le paludisme il y a maintenant plus de 10 ans. Et donc les différents axes de recherche qui sont importants, qu'il faut développer, sont de mieux connaître les formes hépatiques, les hypnozoïtes, donc de mieux comprendre la biologie de ces formes hépatiques, de comprendre les mécanismes de résistance, c'est toujours lié avec les formes hépatiques de la primaquine, et de développer d'autres anti-hypnozoïtes, de mieux appréhender le comportement des espèces vectrices, parce qu'on connaît bien les espèces vectrices principales, mais les espèces vectrices secondaires sont mal connues et ne réagissent pas de la même façon aux insecticides, et bien sûr donc de développer des vaccins. Et de voir aussi, d'évaluer l'impact des stratégies de lutte
qui sont actuellement mises en œuvre contre Plasmodium vivax sur l'épidémiologie, sont mis en œuvre contre Plasmodium falciparum sur l'épidémiologie de vivax. Voilà, je terminerai par cette diapositive, donc Madagascar. Et vivax à Madagascar, il y en a, ça c'est sûr, mais je peux quasiment pas vous en dire plus. Alors actuellement, on est en train de travailler sur cette thématique pour améliorer notre connaissance quant à la fréquence des infections à vivax sur l'ensemble, suivant les différents faciès. Et puis, on mène aussi des études in vivo pour connaître la sensibilité des souches de vivax à la chloroquine, et dans un deuxième temps, on fera l'ASP. Voilà, je vous remercie.